Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller où ce soir nous avons la joie de retrouver Tatiana de René. Bonsoir Tatiana Bonsoir Nathalie, bonsoir Juliette. et Bonsoir. Juliette Roméo de la librairie La Madeleine à Lyon. Tatiana, comment vas-tu? Eh ben, très contente de te voir, malheureusement pas en vrai, mais très contente de te voir et ça va bien. Et Nous, on toi? est, nous, on est heureuse de te retrouver parce que tu es très Oui, importante pour les rencontres, parce que j'ai envie de dire, sans toi, il n'y aurait peut-être pas eu ces rencontres. Donc nous, on est vraiment ravis de te retrouver pour ce roman, un nouveau roman, qui s'appelle Célestine Dubac, qui est paru le 12 mai aux éditions Robert Laffont. Je vais te laisser entre les mains de Juliette, qui va parler avec toi de Célestine. Je vous souhaite une avec belle plaisir. rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Alors, du coup, ben, je vais commencer un peu comme ça, un peu direct. D'abord, le contexte de ce roman. C'est un nouveau roman, mais un roman écrit il y a pas mal d'années maintenant. Du coup, est-ce que vous pouvez nous remettre un peu le contexte d'écriture? Absolument. C'est assez particulier d'ailleurs. C'est presque un roman derrière le roman. Donc, je venais de publier mon premier livre qui s'appelait L'appartement témoin chez un éditeur. C'était mon premier, peut-être pas mon premier livre, mais en tout cas le premier livre que j'ai publié. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Et donc, j'étais au travail sur un nouveau roman, Célestine Dubac, et je pensais très naïvement que ce livre-là allait être publié, si vous voulez. Et en fait, non. Il a été refusé en 1993, donc 2 ans après l'apparition de mon premier roman, il a été refusé et je me souviens d'avoir ressenti une grande tristesse. Je ne comprenais pas très bien pourquoi. On m'avait dit que ce livre était inclassable, qu'il ne rentrait dans aucune catégorie, que c'était un peu un mélange de genres. Et donc, avec beaucoup de tristesse, j'ai rangé ce manuscrit dans un carton qui se trouvait à l'époque, hein, parce que Juliette, il faut se remettre en 1993, je pense que vous étiez à peine née. Et donc, c'est ce manuscrit-là, hein, je vais vous montrer, qui était dans ma cave. Il n'y avait plus du tout de disquettes. À l'époque, c'était des disquettes. Il n'y avait même pas encore de clé USB. Donc, c'était vraiment le seul exemplaire. Mmh. Donc, il va dans la cave. Et j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. Et donc, ce carton m'accompagnait de cave en cave, de cave en cave. Et pendant jusqu'à 2 ans, donc de 93 à 2019, j'ai oublié Célestine Dubac. Et un jour, je suis allée faire un petit peu de ménage dans cette nouvelle cave, là où je suis maintenant, et j'ouvre un grand carton où il y a plein de manuscrits. Et là, tout d'un coup, je vois ce manuscrit et je me dis, tiens, ça alors, presque comme si je l'avais oublié, mais en même temps, c'est quand même toujours là dans ma tête. Mais donc, je le prends, je l'emmène ici, de là où je vous parle, et je le lis. Et je me dis, mais il y a quelque chose de tellement spontané dans ce texte, quelque chose de tellement sincère, que je n'arrivais pas à juger moi-même. Et donc, je l'ai confié à mes éditeurs chez Robert Laffont pour avoir leur avis. Et leur avis, Juliette, c'est qu'on devait publier ce texte. Alors, il devait sortir un peu avant, mais j'avais été très échaudée par les histoires de. Enfin, l'année dernière, souvenez-vous, vous êtes Mmh. libraire, les Fleurs de l'ombre ont été vraiment impactées par. Puisque Ouais. 3 jours après, les librairies ont fermé pendant 2 mois. Mmh. Et donc, j'ai dit à mes éditeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas juste attendre encore un petit peu pour que Célestine puisse sortir à un moment où les choses vont quand même un peu mieux. Et donc, voilà, le 12 mai, après toutes ces années confinées, Célestine Dubac voit le jour. Donc, voilà comment le roman est arrivé jusqu'ici. Et donc quand vous l'avez relu, vous vous êtes vraiment dit: «Je ne peux pas juger»? Ou vous vous êtes dit vous n'avez pas eu envie de le remettre dans le carton? C'est un carton vous dites sur lequel il y a écrit: «Ne pas publier». Non, bizarrement, j'ai pas eu envie de le remettre dans le carton parce que je l'ai lu d'une traite et j'ai trouvé qu'il y avait des passages assez incroyables, comme il y a d'ailleurs des passages très sensuels, il y a des passages très drôles.
Et puis surtout, il y avait cette émotion qui est venue me cueillir. Ces personnages qui sont assez extraordinaires, on va en parler, hein, de Célestine Dubac, Martin Dujeu. Mhm. Et j'ai été tentée de le remettre dans le carton. Mais il y a une petite voix qui me disait, Tatiana, peut-être que tu devrais quand même demander l'avis de tes éditeurs après tout. S'ils te disent, ah ben oui, remets-le dans le carton, ben voilà, ça sera comme ça, et puis personne n'en saura rien. Et je me souviendrai toujours, Cécile Boyerin, j'ai venu le chercher tout de suite, elle l'a lu, elle l'a confié à Glenn Tavanek, ils ont eu un espèce de coup de foudre absolu pour le livre. Et c'était même pas, non, remets-le dans le carton, c'était, mais Tatiana, ce texte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est resté si longtemps dans cette cave? Et après, on a pris la décision, j'anticipe votre prochaine question, Ouais. est-ce qu'on le retravaille ou pas? Ouais. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Et là, on n'a pas réfléchi longtemps. Moi, j'ai pas eu envie de mettre ma patte dessus. Il y avait déjà tellement de choses personnelles dans ce livre. Donc, on a fait 3 choses. On l'a mis au présent alors qu'il était au passé, pour lui D'accord. donner un petit coup de punch. Mhm. Ensuite, le chien de Martin Dujeu s'appelait Cadet Cassis dans la version d'origine. Cadet Cassis, très peu de gens savent que c'est un nom zolien, puisqu'Émile Zola est très important dans ce livre, on va en Mhm. reparler. Ouais. Personne ne sait que c'est un personnage de l'Assommoir. Et moi, j'ai eu l'idée d'appeler ce chien Germinal. Évidemment, tout le monde sait qui est Germinal. Et troisième chose, il y a un passage dans le livre où il est question de transmission. C'est une lettre que Célestine va laisser à Martin. On ne va pas dire comment et pourquoi. Mhm. Mais dans mon manuscrit d'origine, c'était juste une phrase. Et là, Glenn m'a dit, bon, Tatiana, maintenant, toutes ces années plus tard, reprends tes personnages. Cette lettre est très importante. Voilà, repars dans ce que tu as voulu dire, dans tout ce que Célestine veut transmettre à Martin, écris-le. Et donc, ça a été très, très, très émouvant pour moi d'écrire cette lettre et de me retrouver dans mes personnages, mais c'était en même temps un bonheur absolu. Donc, voilà les 3 choses que nous avons faites, à part quelques petites coupures, bien sûr, des répétitions. Mhm. Mais sinon, le livre tel que vous l'avez lu, c'est vraiment celui que j'ai écrit. D'accord. Moi, je trouvais que ça faisait une impression étrange de lire aujourd'hui un texte ancien, en sachant qu'il vient de sortir. Enfin, ça faisait vraiment une espèce de capsule temporelle un peu, comme si d'un coup on replongeait et qu'on essayait d'oublier tout ce qu'il y avait autour, de replonger dans ces années-là. Parce que là, du coup, il y a les Francs, il y a quand même une Mais oui. société qui est plus du tout la même. Et en particulier sur le sujet de Célestine et sur ce personnage, le monde a changé Je ne suis pas d'accord avec vous. Non? Pas du tout. J'ai trouvé au contraire que donc Célestine est une SDF, on peut le dire, hein. Ouais. Elle vit dans la rue et j'ai trouvé que les passages de son journal et ce qu'elle vit et comment elle a fini dans la rue et tous ces passages où les gens ne la voient pas, ne la calculent pas, que le regard ne se pose jamais sur elle, j'ai trouvé que c'était très, très actuel et encore plus aujourd'hui avec la pandémie et nous ce que nous vivons, en tout cas à Paris, les Célestines, il y en a beaucoup et Ah c'est oui, mais toujours autant une tragédie. j'ai l'impression qu'on a plus conscience maintenant que le problème des sans-abri est davantage pris en main aujourd'hui et du coup Alors peut-être, vous avez raison, peut-être qu'il est plus, peut-être qu'on en parle plus, mais en tout cas, le Covid a quand même, encore une fois, creusé beaucoup d'inégalités et on sait très bien que cette pandémie que nous mmh, vivons encore a eu un impact terrible sur la vie, sur la précarité des gens. Donc j'ai trouvé que le discours de Célestine, en fait, n'avait pas changé, mmh, c'était quelque chose d'horriblement actuel, toujours. mmh. Et du coup, on va aborder le personnage de Célestine. Alors avant qu'on en parle ensemble, je crois que Oui, Frédéric voulait lire un extrait. très bien. Justement, on va voir si elle correspond à aujourd'hui. Avec plaisir, Bonjour à cher tout le monde. Frédéric. Bonjour, cher Frédéric. Vous qui passez devant moi, je sais très bien que du coin de vos yeux, vous m'avez aperçu. Vous faites tout pour pas me voir. Pourquoi? Parce que je pue? Parce que je suis moche? Parce que mes pieds sont nus, bouffés par le gel, noirs de crasse? Parce que mes tifs sont luisants à force d'être dégueux? Et mon regard qui mendie, qui supplie, vous gêne? Alors vous détournez vos gueules et vous passez votre chemin planqué dans vos fourrures? Oui, je pue. C'est la puanteur de ceux qui vivent dans la rue. De ceux qui n'ont pas touché à un savon depuis des années, qui savent plus ce que c'est qu'une salle de bain.
Allez donc renifler les autres clodos, vous verrez, on sent tous pareil. C'est l'odeur des pauvres des rues de Paris qui vous fouette la tronche, vous qui savez pas ce que c'est de pas être propre. Tiens, encore un trou du cul qui passe, le pif en l'air, les bras chargés de cadeaux, un manteau bien chaud sur son dos de bourgeois. Je lui demande une petite pièce. Il s'écarte de moi comme si j'avais la peste. Merde! Je lui crache, merde! C'est bientôt Noël, qu'est-ce que ça peut tout foutre de me filer une pièce? Je retourne jamais boulevard du Port-Royal devant cet hosto où j'ai pondu un bébé mort qu'il a fallu quand même déclarer à l'état civil. J'ai accouché de ce gosse mort-né le jour de mes 25 piges. Lui, il n'était pas là, il s'était déjà barré depuis 6 mois. Je ne savais pas comment l'appeler, ce petit. J'avais trop la trouille de choisir un petit nom qui me suivrait toute ma vie et qui me rappellerait ces 12 heures d'horreur à suer sur une table pour faire sortir de moi quelque chose qui, avant de naître, était déjà mort. J'ai vu le petit, un pauvre petit machin bleu, parfaitement fignolé, mais à qui il manquait la vie. Ils m'ont demandé si je voulais l'enterrer. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de mon bambin? Que font-ils des morts-nés? Maintenant, je le regrette. J'aurais aimé pouvoir aller sur la tombe de mon fiston. Je ne me souviens plus du prénom que j'ai choisi et j'ai pogné depuis longtemps le livret de famille. Comme quoi, le temps fait bien les choses. Il efface tout sur son passage, même les choses importantes, même les choses qui ont fait baver. Quel âge il aurait, mon petit, maintenant? Plus de la trentaine. J'espère qu'il n'aurait rien hérité de son paternel. C'était un vieux vicieux, un mec à gonzesse. Merci, Fred. Merci. Je repars. Alors, sur ce passage un peu fort, du coup, on va plonger dedans. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et d'où vous est venu ce personnage aussi fort, aussi brut, j'ai envie de dire, parce que là, on a entendu, ces mots-là sont très, très durs. Célestine, c'est un personnage extrêmement attachant, peut-être un des personnages les plus émouvants de toute ma carrière d'auteur. C'est une femme sans âge, abîmée par la vie, par l'alcool, et qui, voilà, au début du livre, on comprend qu'elle vit dans la rue du Bac à Paris, sur un carton, et qu'elle écrit dans un carnet. On ne sait pas ce qu'elle écrit pour l'instant. Elle est sévèrement alcoolisée, elle n'est pas très aimable, elle insulte les gens, vous avez entendu les mots qu'elle choisit, personne ne la voit en fait. Elle fait partie de cette armée d'invisibles à qui on ne donne pas une voix, à qui on n'accorde même pas un regard. Comment elle est venue dans ma tête? Eh bien, il y a une trentaine d'années, je vivais dans ce quartier. Et sur la rue du Bac, il y avait une femme sous une porte cochère qui écrivait furieusement dans un carnet quelque chose. Cette femme me fascinait. Elle avait l'air à la fois agressive et en même temps pleine de tendresse. Elle s'adressait toujours à mon fils qui à l'époque avait 2 ans, était dans une poussette, donc mon fils était au niveau de son regard. Moi, elle ne me parlait pas. Je lui donnais souvent des choses à manger. Je lui ai même apporté une fois une paire de bottes. Et elle m'a dit d'une façon pas très sympathique qu'elle chaussait du 42 et qu'elle n'allait pas rentrer dans ce 37. Mais tous les jours, je la voyais. Tous les jours, je lui disais « Bonjour, madame ». Jusqu'au jour où elle n'était plus là. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Quelle était son histoire, au fond? Pourquoi elle a choisi d'être là, rue du Bac? Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle? Et puis, donc, j'ai commencé à écrire cette histoire de cette femme, mais en même temps, on ne peut pas parler de Célestine sans parler de Martin Dujeu, qui est, qui est, on va dire, cette rencontre extraordinaire qui vont leur permettre d'avancer dans leur vie respective. Donc voilà comment l'idée de cette femme m'est venue. Parce que moi, ce que j'ai trouvé trop intéressant dans le personnage de Célestine, c'est vraiment la dualité avec Martin. On va en parler après, on va l'évoquer un peu plus après, mais Martin, il est jeune, il est bourgeois,
très clairement. Oui. Et lui, il la voit, contrairement à son père qui passe et qui la voit Mais il la jamais. voit par accident, Juliette, Oui, parce que, rappelez-vous, Martin Dujeu, c'est quand même quelqu'un qui est un peu dans la lune. Hein. oui, Il voit rien. Il oui, est dans son monde. c'est pas qu'il la voit pas, c'est qu'il voit rien de ce qu'il y a autour de toute C'est façon. C'est ça. pas elle ou Il les est, autres. il a 3 passions dans la vie, Émile Zola, son chien Germinal et son copain Oscar. Et il est dans son petit monde. Et en fait, c'est le rencontre de ces 2 solitudes. Un jour de pluie, il prend abri dans une porte cochère de la rue du Bac. Mm. Et là, il entend une voix pas très sympathique, un peu éraillée, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Petit con, casse-toi !» Il se retourne, il voit cette femme et il la voit pour la première fois. Et tous les jours, il va lui dire bonjour. Elle ne va pas lui répondre ou alors elle va lui parler, Très mal. on va dire, mal. Et puis, quelque part, le fait que ce grand dadais, comme elle l'appelle, s'intéresse à elle, lui pose des questions sur ce qu'elle écrit, sur qui elle est, eh bien, ces 2 solitudes vont se rencontrer. Et donc, qui est Martin Dujeu? Beaucoup de gens veulent savoir d'où il sort, où est-ce que je l'ai imaginé. Je crois qu'il est vraiment sorti de mon imaginaire, vraiment. C'est un personnage complètement, vraiment que j'ai totalement inventé de A jusqu'à Z. Et je me rends compte aussi que aujourd'hui, en le redécouvrant, à quel point aussi il m'a touchée. Tout ce qu'il fait pour elle, toute leur histoire m'a touchée toutes ces années plus tard. Donc Martin, voilà, il a 18 ans, ça C'est 18 ça, ans. il y a 18 ans. Il n'arrive pas à passer son bac parce qu'il fait autre chose. Il écrit un Bah, il roman, en écrit un l'occurrence. roman, Voilà, il a écrit un voilà, roman. sur Émile Zola. Il n'y a que son meilleur ami qui sait qu'il écrit un roman. Il a perdu sa mère très très jeune dans un accident d'avion. Le corps de sa mère n'a jamais été retrouvé. Il vit avec son père et sa belle-mère qui est très très jeune. Alors là, je vais faire rebondir Alors, c'est pas Frédéric. vraiment sa belle-mère, Oui, on va dire, c'est la dernière fiancée de son père. Voilà, son père est un avocat un peu imbu de lui-même, très content de lui, on va dire, d'une 50aine d'années. Et donc, il a une jeune compagne assez sensuelle. Et puis, bon, on va laisser peut-être Frédéric c'est ça. On va lancer nous Frédéric sur le raconter sujet. ce qui se passe après. Martin écrit en général tard, jusqu'à minuit, puis il se couche et lit. Vers 1 heure du matin, alors qu'il est plongé dans la faute de l'abbé Mouret, savourant les progrès de la passion maudite de l'abbé pour la sensuelle Albine, la porte de sa chambre s'ouvre doucement. Il voit entrer Alexandra, vêtue d'un peignoir en soie rose, qui dévoile jusqu'à mi-cuisse ses longues jambes bronzées. Elle ferme la porte et s'y adosse, cambrant les reins de sorte que ses seins nus pointent à travers le tissu rose et le fixent sur ses yeux olives, main derrière le dos, muette. Martin se redresse dans son lit. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle s'approche et il a peur de ses cuisses nues au fin duvet doré qui s'installe sur son lit à quelques centimètres de lui. Elle parle enfin. « Tu m'as vu ?»« Oui, pendant un voyage d'affaires de mon père, avec un homme brun. »« Qu'est-ce que tu as vu exactement ?»« J'ai tout vu. »« Ton père ne sait pas que je le trompe. Je m'en doute. Et je ne veux pas qu'il le sache. Sinon, il ne voudrait plus t'épouser, n'est-ce pas ? Ton père a besoin de moi, Martin. Il est amoureux de moi. Il ne sera jamais amoureux de toi. Il veut m'épouser. Parce qu'il s'ennuie. Jamais tu pourras remplacer ma mère. Alexandra croise ses longues jambes et Martin ne peut s'empêcher de les caresser des yeux. Ton père a besoin de moi, Martin, parce que je le rends heureux. Je le rends jeune. Alors pourquoi tu le trompes ? J'aime faire l'amour, j'aime séduire, j'aime les hommes. Ça te choque ? Non, mais ça me fait de la peine pour lui. Il te croit fidèle et s'il apprend que tu le trompes... Alexandra dévoile ses incisives un peu trop pointues.
Mais il ne la prendra pas. T'es bien sûr de toi. Elle s'approche et il sent son haleine chaude sur son visage. Raconte-moi, Martin, tu as aimé ce que tu as vu dans la chambre de ton père? Malgré lui, Martin sent une chaleur naître dans son bras ventre. Tu m'as regardé longtemps en train de faire l'amour? Elle s'avance, souple et agile comme une couleuvre. Son peignoir glisse de ses épaules rondes et dorées, laissant apercevoir la naissance de ses seins. Affolé, Martin sent sa respiration s'accélérer, son cœur battre à tout rompre. Elle baisse le drap d'une main rapide, caresse son torse nu, son ventre, sa verge. Je suis sûre que tu as tout regardé, que tu es resté longtemps derrière la porte jusqu'à la fin. Tu m'as vu jouir? Il tente de l'écarter mais capitule lorsque les lèvres d'Alexandra brûlantes enveloppent son sexe. Il s'abandonne à la dextérité de sa bouche de velours. Il jouit vite, avec une violence douloureuse, comme il n'en a jamais connu. Puis un grand alanguissement s'empare de lui. Alexandra se lève, ajuste son peignoir, ôte les lunettes de Martin et les pose sur la table de chevet. Elle éteint la lumière et sort de la chambre. Avant de refermer la porte, elle lâche à voix basse. « Bonsoir Martin, dors bien. » Très bien choisi. Je vous laisse. Non, mais je voulais quand même qu'il y ait un petit passage, d'abord qui montre la différence entre ces personnages, la différence de ton, la différence d'écriture. Et puis, il y a un passage, finalement, elle est drôle aussi, Célestine, et puis celui-là est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sexy, et puis il montre cette façon dont cette femme maîtrise sa différence d'âge avec ce jeune homme, et comment elle va s'y prendre. Donc voilà, bon, je vous laisse parler. Ah oui, donc, du coup, ça tombe bien, ça rebondit sur une de mes questions, mais moi j'ai trouvé que c'était, pour le personnage de Martin, le roman du passage à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il va gérer la perte de sa mère sur une partie qu'on ne va pas trop évoquer, parce que sinon ça veut dire donner plein de choses du livre. Donc il y a toute la deuxième partie qui se passe au Maroc, qui est très centrée sur Martin, que je pense qu'il n'est pas très pertinent d'évoquer autrement que par suggestion. Mais il y a quand même tout le passage avant, avec Célestine, avec cette relation-là qui se crée, qui le permet de se rendre compte de ce qui se passe autour de lui et de passer quand même au-delà. Il y a les passages avec sa belle-mère aussi, la jeune compagne de son père, qui pareil travaille aussi sur le passage à l'âge adulte, côté sexualité plutôt du coup. Et du coup, comment vous avez abordé cette particularité-là d'avoir un personnage très âgé dans une extrême pauvreté, un personnage très jeune qui va passer, qui lui n'a pas de problème, mais va passer comme ça dans l'âge adulte? Comment vous avez géré ces deux particularités? C'est ça justement qui m'a intéressée dans la construction de ce livre. C'était comment on a parlé de ces deux solitudes qui se rencontrent et qui vont cheminer ensemble, on va comprendre pourquoi. Mais en fait, Martin, il est tellement renfermé sur lui-même qu'il y a plein de choses qu'il ne voit pas, et Célestine va lui faire voir les choses. Et c'est aussi une histoire de transmission. Célestine va l'aider à prendre son envol, pas seulement avec ses passages sexy avec sa belle-mère, mais surtout aussi devenir un jeune adulte, devenir un écrivain et affronter ce mystère familial qui le taraude depuis sa naissance, puisque sa maman est morte dans un accident d'avion, qu'on n'a jamais retrouvé son corps, et que donc il ne peut pas faire le deuil de sa maman, puisqu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle n'a pas de tombe. Et donc il va devoir prendre sur lui pour essayer de comprendre, pour essayer d'affronter ce mystère. Et Célestine, petit à petit, va lui donner une sorte de courage, d'audace, qu'il n'avait pas, puisqu'il était dans son monde avec ses grosses lunettes. On a l'impression que c'est une espèce d'adolescent attardé. À la fin du livre, on découvre un vrai jeune homme qui d'ailleurs est assez beau. Même son ami Oscar, à un moment, se rend compte que Martin du jeu est beau, qu'il a du charme, d'ailleurs, il va tomber amoureux. On ne va pas dire de qui ni comment, mais il va vivre une magnifique histoire d'amour. Et Célestine, quelque part, le regard de Martin, c'est la première fois que quelqu'un pose un regard sur elle
un regard d'humanité, un regard de bienveillance. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est à la fois un passage à l'âge adulte d'un jeune homme mal dans sa peau, qui ne croit pas tellement en lui-même, qui a besoin d'écrire et qui rêve d'être écrivain. Et puis, cette femme dans la rue, Martin va l'inviter chez lui. On ne va pas dire ce qui se passe, parce qu'il se passe quelque chose de très difficile à ce moment-là. Mais ce n'est pas seulement lui donner de la nourriture et à manger ou même un peu d'argent à un moment, c'est bien plus que ça. C'est la considérer comme une personne, comme Célestine, pas juste cette personne dans la rue qui mendie et que personne ne voit. Donc voilà, c'est en rapprochant finalement ces deux personnages si opposés, en leur donnant cette route commune, puisque voilà, il est question d'une route commune, mais pas exactement de comment on pourrait l'imaginer. Hein. Il y a, je donne pas toutes les réponses, mais cette bienveillance, elle marche dans les deux sens. C'est pas seulement une main tendue vers une SDF, c'est bien plus que ça. C'est aussi tout simplement l'extraordinaire pouvoir de l'amitié. C'est vraiment ça que j'ai voulu vous montrer. C'était l'amitié la clé que vous Oui. vouliez mettre à l'intérieur du roman. Oui, de montrer que ces deux personnages, justement, que tout oppose, hein, cette femme, on sait qu'elle a à peu près 70 ans, Célestine Dubac, on imagine. Martin, on sait qu'il a 18 ans. Les milieux ne sont absolument pas les mêmes. Tout ce qu'elle a vécu, il ne peut pas imaginer ce que c'est et vice-versa. Et puis tout d'un coup, les masques tombent. Après tout, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le respect qu'on a l'un pour l'autre et cette tolérance et le fait aussi de vouloir tout simplement faire preuve d'une certaine générosité. Ils sont généreux tous les deux l'un avec l'autre, alors que dans leur vie jusqu'ici, ils n'ont jamais pu l'être. Elle devait être égoïste pour se battre pour sa vie dans la rue, et lui, égoïste parce que il est face à un père qui est un mur et qui ne le comprend pas et qui ne prend pas la peine de le comprendre. Et bien, petit à petit, cet élan de générosité va permettre de les faire cheminer ensemble. Et du coup, moi, j'ai trouvé, alors après, je me trompe peut-être, mais j'ai trouvé que les deux personnages se retrouvaient autour de la notion du deuil, puisque Célestine va aider Martin à faire le deuil de sa mère, et Martin va aider Célestine à faire le deuil de cet enfant, parce que finalement, c'est cette chose-là dont elle ne veut pas lui parler. Finalement, elle lui fait lire ces passages-là. Oui. Il essaye de lui parler. Il y a quand même l'idée de vraiment une transmission. Enfin, Célestine a remplacé la mère de Martin et Martin a remplacé le fils de Célestine. On peut imaginer ça comme ça? C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi j'ai choisi de parler de deuil et de deuil impossible? Quand j'ai commencé à écrire ce livre en 1993, mon oncle Arnaud Dronet venait de disparaître en mer quelques années auparavant. Il a disparu en 84. On n'a jamais retrouvé son corps. Arnaud Dronet avait 36 ans, il n'a pas de tombe, il n'y a pas eu de messe pour lui. On n'a jamais pu lui dire au revoir. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu en mer de Chine, entre le Taïwan et la Chine, lors d'un défi. C'était un grand véliplanchiste, un grand sportif. Il a disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu essayer de décrire qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à ce deuil impossible. Et Martin, comme Célestine, se pose des questions sur, voilà, bon, Célestine, elle sait que son fils est mort, puisqu'elle était là quand il est mort, mais lui non plus, il n'a pas de tombe. Il n'a pas de nom. Martin, sa mère est morte, mais on ne sait pas vraiment si elle est morte et elle n'a pas de tombe non plus. Donc, ils vont devoir affronter ce deuil impossible, qui est très difficile à faire. Moi, je vous dis en toute honnêteté, je n'ai toujours pas fait le deuil de mon oncle Arnaud. J'ai beaucoup de mal à dire, toutes ces années plus tard, Arnaud est mort, puisque je n'ai pas vu son corps, puisque sa tombe n'existe pas. Donc, ils vont s'aider à affronter ces espaces dans leur vie qui sont finalement des trous noirs, où on peut se rattacher à rien. Et il y a simplement l'amitié et l'amour qui peut compenser.
Voilà, donc c'est une entraide. Mm. Vous avez très bien fait de montrer le lien entre ces deux blessures, en fait. C'est des blessures béantes qui vont cicatriser grâce à cette magnifique amitié. Oui, du coup, c'est vraiment, le côté très, très beau et très humain, en fait, de ce livre. C'est vraiment cette idée qu'on s'entraide tous. Alors, en plus, on est dans des périodes où on parle beaucoup d'entraide Mais oui, et voilà. Donc, c'est un peu le moment de mettre ça un peu en avant. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment des passages très, très beaux tous les merci. deux. Et de voir que l'entraide se fait dans deux mondes différents. C'est ça, Peu importe d'où on vient, peu importe de ce qu'on fait, on peut s'entraider, en complètement. fait. Dans deux mondes différents, un jeune homme de bonne famille qui, a priori, n'a aucun problème d'argent, qui vit dans un grand et bel appartement de la rue du Bac où il y a des beaux tableaux au mur, et puis cette femme dans la rue qui n'a rien. Et puis, ils arrivent quand même à rire ensemble. Hein. C'est pas juste. Et moi, j'avais oublié tous les passages assez drôles dans ce livre. Ce qui m'a rappelé, ça m'a rappelé aussi. C'est comme si la Tatiana d'il y a 30 ans revenait pour dire à la Tatiana d'aujourd'hui, et bon, écoute, tu es quand même capable de parler de choses graves avec une espèce de légèreté. Tu n'es pas obligé d'aller direct dans tout ce qui est de plus noir, de plus sombre. C'est vrai que tous mes livres explorent euh, notre part la plus sombre, hein, nos secrets, nos blessures, tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui nous fait encore souffrir, les secrets de famille, les événements historiques difficiles, les attaques, les violences. Et donc là, même si j'aborde des sujets difficiles dans Célestine du Bac, il y a quand même une espèce de lumière. Oui. Et j'aimerais bien retrouver ça dans mes livres d'aujourd'hui. C'est comme si c'était un rappel à l'ordre. Et je me souviens que quand ce livre a été refusé, je me suis dit, bon, je vais écrire autre chose parce que visiblement, ça n'intéresse personne, ce genre d'histoire. Et donc, je suis allée vers le plus sombre, je suis allée vers le plus noir, je suis allée là où ça fait mal, à l'instar de ma chère Daphné du Maurier qui dans tous ses livres, elle aussi va vers les parts d'ombre. Et là, tout d'un coup, déboule ce livre, comme un génie, une lampe qu'on frotte là. Et il y a deux petits génies qui sortent et qui disent, ah, attention Tatiana, voilà, ok, tu veux parler des choses qui blessent, tu veux parler des choses qui nous font mal, mais tu peux le faire autrement. Tu n'es pas obligé de plonger tes lecteurs dans une noirceur absolue. Et donc, il y a une lumière dans ce livre que je suis en train d'essayer d'attraper comme si je poursuivais un papillon voilà, avec mon filet. Mhm. J'essaye de prendre tous les petits morceaux de lumière que Célestine m'a apporté et que j'espère qu'elle vous apportera à vous. Elle est en train d'influencer le livre que j'écris maintenant. Ça, c'est très bizarre. Jamais je n'aurais pu croire ça. Mais elle est en train de changer le livre que j'écris. C'est ça la magie de Célestine. Parce que, du coup, j'allais vous demander quelle est la différence que vous voyez entre la Tatiana d'il y a Voilà. de 93 et celle d'aujourd'hui. Eh C'est bien, vraiment cette même lumière? il y a plusieurs différences. Il y a cette lumière, la possibilité de parler de choses sombres et de choses graves avec une certaine légèreté, mais de ne jamais perdre le lecteur en route pour que le lecteur se rende compte quand même que je parle de choses graves et légères. Et puis aussi, l'humour dont on parlait tout à l'heure, il y a des passages, j'avais oublié, il va arriver à Victor Dujeu, le père de Martin, une mésaventure absolument effroyable dans un hôtel avec une jeune femme. J'avais oublié ça, c'est vraiment assez drôle. Et Oui. puis, bien sûr, ces passages sensuels dont Frédéric nous en a lu peut-être le plus sage. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas peur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur maintenant, à presque 60 ans, d'aborder des sujets, voilà, des descriptions un petit peu sensuelles? C'est comme si je m'étais bridée, en fait. Donc voilà, donc dans le prochain livre, il y aura peut-être plus de scènes sensuelles, plus d'humour, plus de lumière. Donc, du coup, je ne vous pose pas la question de vos projets à venir, puisque donc, il y a un livre en Vous pouvez, écriture. vous pouvez Alors, tout à fait, parce que
parce que Célestine m'a permis de gagner du temps, en fait. C'est ça qui est incroyable. Elle débarque dans ma vie avec toute son histoire incroyable. Et j'ai l'impression que les premiers retours que j'ai de libraires comme vous, c'est qu'elle fait du bien aux gens. Donc, j'ai commencé à écrire un livre lorsqu'on a annulé ma promotion. Toute ma promotion a été annulée pour cause de Covid l'année dernière. Hein. J'avais 30 dédicaces prévues. J'en ai toujours pas fait une. Hein. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'un écrivain confiné fait? Un écrivain confiné, et Frédéric de Guette le sait très bien, à part faire les idiotes sur Instagram comme on l'a fait, on se remet à écrire. Et donc, du coup, je suis plongée, je suis plus qu'à la moitié maintenant d'un livre où je peux vous dire qu'il sera aussi question d'Émile Zola, qui est une de mes grandes passions. Comment et pourquoi, vous verrez bien. Donc voilà, Célestine m'a donné du temps, ce qui est vraiment très précieux aussi, donc je la remercie encore une fois. En fait, je crois que Célestine Dubac, c'est un peu mon ange gardien. Ah. Et j'avais une toute dernière question. Moi, Zola, c'est des souvenirs un peu douloureux de scolaire. J'allais vous dire, lequel il faut que je lise absolument pour me remettre, parce que ça m'a donné terriblement envie, mais lequel? Alors, douloureux, est-ce que ça voulait dire que vous vous ennuyiez? On s'ennuie facilement à 15 ans, je pense. Ah non, pardon Juliette, mais moi j'ai lu L'Assommoir à 15 ans. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver tous mes posts, ils sont sur Instagram sous le hashtag Zola and Tatiana. Donc moi, je vous dirais, lisez Thérèse Raquin, un de ses premiers romans. Je vous en dis pas plus. Ça a fait sensation quand c'est sorti, ça a scandalisé. Donc, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer une seconde, que vous allez être absolument terrifié et que vous allez finalement m'écrire pour me dire merci. Donc, lisez Thérèse Raquin. Ça marche, avec plaisir. Je suis d'accord avec ce choix de Thérèse Raquin, Tatiana. Oui, je pense. C'est un très beau livre. Je vais juste faire une petite parenthèse. Donc, je voudrais le montrer parce qu'il est très beau. Il est là, Les Fleurs de l'ombre, qui a été enfermé l'année dernière, qui n'aurait pas dû, est sorti en synergie avec Célestine Dubac. Les voilà, ils sont là tous les deux, aux éditions Pocket. Et donc, je voudrais quand même montrer, parce que Tatiana ne fait pas les choses à moitié. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et il y a ce petit marque-page, je ne sais pas si on le voit. Très beau. Pour les fleurs de l'ombre. Vous pouvez le mettre. Alors, en fait, vous pouvez carrément vous éclater à refaire des couvertures, vous voyez. Donc, très ludique, le livre de Tatiana. En tout cas, il est là. Beaucoup de questions, merci, Tatiana. La première, c'est est-ce que ce roman a été écrit en français ou en anglais? Alors, celui-là a été écrit en français. Je ne sais jamais vraiment quelle langue. On l'avait beaucoup abordé avec Les Fleurs de l'ombre. J'ai cette chance, cette particularité d'être bilingue. Ce roman-là a été écrit en français, peut-être parce que ça se passe rue du Bac, voilà, et que Célestine a un langage tellement particulier and so French, comme on pourrait dire. Voilà, donc je l'ai écrit en français, celui-là. Maintenant, est-ce que j'aurais pu l'écrire en anglais? Je ne sais pas. Bonne question. Question de Marion. Alors, on se reprojette dans les années 90. Est-ce que tu l'as tapé à la machine ou écrit à la main, ce roman? Alors, non, je vous rappelle quand même que pour les gens comme moi, nés dans les années 60, donc pas au Moyen-Âge, hein, je vous rappelle quand même, il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau. Et on avait déjà des ordinateurs, on avait des petits Mac carrés, comme des cubes. Ils étaient magnifiques d'ailleurs, ils étaient tout petits, hein, on pouvait les embarquer avec nous, pas du tout les écrans qu'on a maintenant. Donc je l'ai écrit sur le même ordinateur où j'avais écrit mon premier roman, L'appartement témoin. Voilà, sur un petit ordinateur, un petit Mac, un petit Apple, tout mignon. Est-ce qu'il a été marqué par l'usure du temps, ton manuscrit? Ou alors tu avais une cave très bien isolée? Mais non, c'est ce que, écoute, franchement, quand je le reprends, alors il sent un tout petit peu le moisi, mais il a été mis dans cette grosse chemise cartonnée qu'une amie, très gentiment, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous des imprimantes de folie à la maison, donc elle m'avait fait cette jolie petite chemise. Donc je pense que le fait que Célestine soit bien enfermée dans cette chemise cartonnée très épaisse, ça l'a permis de sortir du lot. Elle n'a pas pris une ride, hein, contrairement à moi. Je vois. Voilà. Question de Julie. Tatiana a-t-elle imaginé d'autres fins pour ce livre, même si j'adore celle choisie? Question qui vaut tant pour Célestine que pour Martin. Non, pour moi, c'était la seule fin possible. Alors, je ne peux pas évidemment dire ce que c'est,
Mais c'était la seule fin possible pour moi, cette fin-là. Et j'avoue que quand je l'ai relu, j'ai versé ma petite larme, hein. Mais de Donc, bonheur aussi, parce que c'est une fin, pour une fois, une fin heureuse, pas trop ouverte. quand tu as, Je pense que mes lecteurs vont être contents pour une fois. quand tu as ouvert ce carton, pourquoi tu allais vers alors, je pense qu'il y en a d'autres manuscrits, on espère qu'il y en a d'autres, que tu vas nous en ressortir d'autres avec d'autres histoires. Pourquoi celui-là t'a attiré particulièrement? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as ouvert la chemise? Alors écoute, d'abord, dans ce carton, il y a surtout les 15 tomes de mon journal intime que j'ai tenu entre l'âge de 10 ans et 30 ans. Et donc, je me suis précipitée là-dessus, d'abord. Et je les ai relus. Oh, et ça a été un choc, tellement c'était violent, ce journal intime. Je racontais des choses, mais d'une intimité dingue, justement. Et puis, des choses très, très, très personnelles. Et je me suis dit, si un jour ça s'est publié, je ne sais pas ce que je ferais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ne pas publier si je meurs. Ensuite, Célestine, il ne faut pas oublier qu'il était quand même très abouti parce qu'il avait été présenté à un éditeur. Donc, les autres manuscrits sont moins aboutis, moins travaillés. Et puis, j'étais beaucoup plus jeune, donc il y a des choses que j'ai écrites à 15-16 ans, de la science-fiction, un polar, de la poésie, il y en a pour tous les goûts. Celui-là était vraiment le plus abouti. Puis, je te dis, on a fait très peu de travail dessus. On n'a pas eu besoin d'inventer une fin, d'imaginer autre chose. Donc, et puis tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai ressenti quand Ouais. Quand tu as ouvert et que tu as lu et que tu as dû sentir tout de suite qu'il fallait le donner à tes éditeurs. Oui, mais comme je l'ai dit à Juliette, j'avais du mal à juger moi-même parce que c'est vrai que c'était il y a longtemps. Mais eux, ils ont vu ce potentiel, en fait. Ils l'ont vu parce que c'est des professionnels. Ils ont vu que ce livre, en fait, dans ce livre palpitait quelque chose de finalement assez fort. Et je les remercie vraiment beaucoup parce que j'aurais été très triste que Célestine reste dans son carton. Et les messages que je reçois en ce moment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est assez touchant. On me dit, Tatiana, heureusement que Célestine est sortie de son carton parce qu'elle nous fait du bien. Alors, Patricia a une réflexion qui n'est pas si bête que ça. Est-ce qu'à l'époque, vous avez écrit cette histoire, Martin, c'était un peu vous? Alors, non, c'est pas si bête. J'ai mis un autre écrivain plus tard en ligne, en livre, pardon, que celui que tu aimais bien, Nicolas Colt, le héros de l'encre russe, avec qui j'avais aussi pas mal de choses en commun. Je dirais que je ne me suis pas tellement projetée dans Martin Dujeu parce que je n'étais pas une adolescente solitaire et dans ma petite bulle, j'avais beaucoup d'amis, j'étais un peu j'aimais faire le pitre en classe. Voilà, plus tard, quand j'étais à l'université, je suis devenue punk. Je sais, personne ne veut me croire, mais c'est vrai. Il y a des photos pour le prouver. donc, Martin est un peu sage pour moi, enfin, tel que j'étais. Et en tout cas au début du livre, parce que très vite, il s'affranchit et il prend toutes sortes de libertés. Donc, je dirais non. C'est vraiment un personnage que j'ai tricoté, comme dirait Célestine. Je l'ai tricoté, mais pas vraiment avec ma vie à moi. Voilà. Alors, c'est ton 14e roman. Est-ce Je que crois. Oui, j'ai bien compté, je suis allée vérifier. D'accord. Est-ce qu'on peut, ce retour vers le futur, est-ce que c'est un point de bascule vers un autre, tu en as parlé, tu as dit que tu avais ouvert des portes dans l'écriture. Est-ce que vraiment, on va voir une Tatiana nouvelle dans l'écriture? Est-ce que tu vas rester dans ces codes-là où il n'y avait pas de barrière, tu l'as dit, vraiment, tu t'es lâché sur tous les points. Mais je pense que c'est le reflet de toi. Tu as toujours été comme ça. En fait, moi, on parle de cases. Tu disais, il était inclassable. Toi aussi, on t'a mis peut-être dans une case. Est-ce que tu vas casser les règles? C'est bien que Frédéric ait lu ce passage. Tu es capable de tout écrire. Est-ce que c'est ça le point de bascule? Est-ce que c'est Célestine qui vient te prendre par la main en te disant maintenant on pète tout et voilà, on part Alors, sur... tu sais, avec l'encre russe, j'avais pété pas mal de choses aussi. Il y avait quelques scènes érotiques qui avaient beaucoup choqué les gens à l'époque. On est en 2013 et je me souviens qu'on me disait mais comment est-ce que l'auteur, d'elle s'appelait Sarah, peut écrire des choses aussi vulgaires? Bon, bref. Donc, je pense que mes lecteurs savent que tous mes livres sont très, très différents. Si on compare Rose, justement,
à Sentinelle de la pluie, si on compare Les Fleurs de l'ombre à l'encre russe, si on compare Elle s'appelait Sarah à Mocha. Enfin, je ne fais jamais la même chose, mais tu as raison pour un point très précis, c'est qu'en écrivant Célestine Dubac, j'avais cette liberté de ton. En fait, je n'avais pas peur. Je me fichais de qui me regardait quelque part. Quand on gagne des lecteurs, quand on devient, entre guillemets, un auteur plus ou moins connu, eh bien, on a tous ces yeux qui vous regardent en permanence. Et là, en fait, il faut que je réapprenne à claquer cette porte et à dire, bon, mes chers lecteurs, je vous mets dehors, j'écris un livre et je ne suis pas là en train de me dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont être choqués? Est-ce que ça va leur plaire? J'ai envie de dire, eh ben, quelque part, je m'en fiche. J'écris parce que j'ai envie d'écrire une histoire qui m'emballe, me rend triste, me rend heureuse. Et je suis en train d'essayer de retrouver ça en ce moment. Voilà, alors on verra bien. Peut-être que d'ici un an, tu vas me dire, Tatiana, mais qu'est-ce que tu as écrit? Tu t'es droguée ou quoi? Tu peux, hein, ça se fait partout. Hein. On va bien voir. Moi, je voudrais que tu nous fasses un conseil lecture, un coup de cœur. Oui. Je crois que tu en as un. Est-ce que tu peux… Absolument. Alors, il est là. Il s'appelle… Alors, est-ce qu'il s'affiche à l'envers? Parce que moi, je le vois à l'envers. Il est à l'endroit. Ah d'accord, alors c'est Ursibelle par Caroline Jeanneret. C'est publié dans la magnifique collection R de Robert Laffont. Pourquoi ce livre? Alors, vous pouvez remarquer la bande, hein, signée par tiens. C'est un manuscrit qu'on m'a envoyé, j'en reçois quelques-uns. Surtout, ne m'envoyez pas tout, hein, j'en reçois trop, mais bon, celui-là, j'ai accepté de le lire parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Quand on m'a dit Young Adult, je me suis dit, oh là, c'est pas mon truc. Le truc était très épais en plus. J'ai commencé à le lire. Et là, je suis partie, mais dans un autre monde. J'avais 15 ans. Je relisais tous mes Jules Verne, je relisais les Hobbits, je relisais Narnia. Ça se passe dans une autre planète. Ça se passe sur la planète Beryl. Et c'est l'histoire d'un ours qui a des pouvoirs. C'est un livre extraordinaire, d'une langue extraordinaire, d'une richesse, d'une beauté. Si vous voulez décoller vos adolescents de leurs écrans, Juliette, vous qui êtes libraire. Ah oui, je sais. C'est belle. Mais vraiment, c'est pour les, je sais pas, à partir de, je dirais, 13-12 ans jusqu'à mon âge. Hein, voilà. Donc, je peux le lire. Ah, mais tu dois le lire. Tu vas adorer. Oui. C'est d'une richesse. C'est drôle. Il y a tout dedans. C'est formidable ce livre. Il faut lire Ursibelle. Voilà. Et attends, je n'ai pas dit, c'est une trilogie. Donc, il y a 2 autres tomes qui arrivent derrière. Et tu les as lus? Mais non, parce qu'ils sont en cours d'écriture. Ah d'accord, elle n'avait pas tout écrit et fractionné. Donc, Non, mais Caroline Jeanneret, c'est au travail et c'est une jeune auteure absolument formidable qui vient du Pays Basque et qui est en plus surfeuse. Ah bah écoute, voilà. On mettra toutes les coordonnées sur la page Facebook, on remet toujours les conseils lecture des auteurs qui passent. Et pour rappeler que notre partenaire lecteur.com va faire une bibliothèque de tous les conseils lecture des auteurs qui sont passés dans les… Ah, mais ça c'est formidable. Donc je vais remontrer Célestine. Elle est jolie, hein, cette couverture. Oui, j'adore cette couverture. Juste pour dire que c'est une photographe anglaise et qui a pris une photo de son fils. Elle a rajouté derrière ensuite Paris. Mais nous, on a fait 2 choses. On l'a mis en noir et blanc et on a rajouté, nous, la Tour Eiffel qui n'était pas. Ah, il n'y avait pas la Tour Eiffel. Donc la photo d'origine est très différente et je l'ai envoyée à cette jeune photographe qui était très contente de voir son livre dans une version française. J'adore cette couverture. Je la trouve très, très belle. Très belle. On a longtemps tourné autour parce que mettre Célestine en couverture, ce n'était pas évident, mine de rien. Et donc là, j'adore cette couverture, je la trouve très belle. Bah, c'est une fenêtre ouverte sur ce qu'on va découvrir à l'intérieur, j'ai envie de dire. Exactement. Et est-ce que tu as remarqué que quand tu ouvres le premier rabat, voilà, ouvre-le. Oui. Il y a un petit message en dessous. Voilà, il y a un petit message. Et il y en a un autre à la fin aussi. Oui, exactement. Il y a plein de petits messages. Alors, pour la première fois, on voit Tatiana en rose. Le bleu, c'est fini. Non, là, ce soir, voilà, une photo de ma fille, Charlotte Joly, la grande photographe. Et à la fin, il est magnifique aussi. Il y a le rappel du livre le livre de poche. Et hop, il y a aussi un petit message. Un petit message de Célestine à Martin. Et je vais remontrer donc Les Fleurs de l'ombre. J'ai l'impression d'être au magazine de l'objet. Les Fleurs de l'ombre, donc ils sont là tous les deux. Ils sont à la librairie. Allez voir Juliette, à la librairie de la Madeleine. C'est dans le 3e, hein, c'est ça, à Lyon?
Dans le 7e. 7e, pardon, pourquoi j'ai 3e, moi. On parle beaucoup du 7e arrondissement, hein, puisque Célestine Dubac, ça se passe aussi dans le 7e arrondissement. Et c'est rue de la Madeleine aussi, c'est pas une blague, c'est ça? Ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Rue de la Madeleine, allez voir Juliette Roméo. Ils sont sur toutes les tables de librairie. Si ce soir vous avez une envie folle de l'acheter, vous allez sur le site unendroitoualler.com, vous cliquez, vous allez être redirigé vers une librairie indépendante, ça c'est très important, et vous aurez le livre très rapidement. Avant de te donner le mot de la fin, Tatiana, je voudrais dire que demain à 19h, on retrouvera Anne Reva pour Intime étrangère qui est sortie aux éditions Mercure de France. Juliette, merci d'avoir été là ce soir avec nous, d'avoir interrogé Tatiana. Merci Juliette. Merci pour vos questions très belles. Merci Tatiana. C'est très très bien. Est-ce que Frédéric revient nous dire au revoir ou pas? Oui, mais d'abord je voudrais que tu fasses la conclusion parce qu'on ne va pas te laisser comme ça sans que tu fasses une conclusion. J'ai bien écouté la conclusion, mais je l'aurais écoutée de toute façon, mais c'était un plaisir. Je voudrais d'abord juste remercier, là on va oublier Célestine Dubac 2 minutes, je voudrais remercier très sincèrement Frédéric et Nathalie pour leur travail remarquable en ces moments où nous ne pouvons pas faire de rencontres, nous ne pouvons pas dédicacer, alors soit à la va-vite, masquer comme ça, sans vraiment rencontrer nos lecteurs. Je ne peux pas assez vous remercier pour ce que vous faites, ce que vous avez fait depuis 1 an. C'est remarquable. Vous êtes, vous êtes un peu mes anges gardiens aussi, j'en bafouille même. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous il y a 1 an et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous ce soir. Voilà, donc je voulais conclure sur ça. Un merci vraiment très, très, très sincère du fond du cœur de tout ce que vous faites pour nous, pour les livres, pour les auteurs, pour les libraires. Vous êtes merveilleuses et fantastiques. Il faut que tu saches qu'en ligne, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas aller en librairie, soit parce qu'elles sont handicapées, soit qu'elles sont loin d'une librairie. Et donc, il y a toute une population de personnes qui nous écoutent chaque soir et qui n'étaient pas forcément des personnes qui allaient en librairie. Et de ça, on est ravis parce qu'on l'a découvert en faisant cette émission, justement. Donc, donc le mot de la fin, c'est un immense merci pour ce travail, parce qu'il faut aussi dire que Frédéric et Nathalie travaillent énormément et que ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Tout ce qui se passe là ce soir, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc merci les filles. I love you. You're wonderful. Mais c'est que du bonheur de lire les livres, de parler avec les auteurs, de présenter, d'être aussi en lien avec des libraires, des confrères, des consoeurs. Donc voilà, merci à toi. Tu es un peu la marraine de ces rencontres. Donc on te remercie d'avoir été là ce soir avec nous. Donc Célestine Dubac, Les Fleurs de l'Ombre, allez-y, vous ne le regretterez pas. Et nouvelle Tatiana est là. Attention, elle va casser les codes. Et rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans. Je vois dans 1 an, allez. Dans un an. Dans 1 an, voilà. Parfait. Bon, mesdames, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse. Et puis, à nos amis lecteurs, à demain, 19h. Au revoir.